Pendant des années, le prince William a incarné une image soigneusement construite par la monarchie britannique, celle d'un héritier moderne, proche du peuple, discret dans ses prises de position et respectueux du rythme imposé par les traditions royales. Contrairement à son père, le roi Charles III, souvent associé à des interventions publiques sur des sujets politiques ou environnementaux, William semblait privilégier la prudence, l'observation et la retenue. Pour une grande partie du public britannique, il représentait le visage rassurant de la continuité. Un père de famille, dévoué, un époux fidèle, un homme capable de concilier les exigences de la couronne avec les réalités du monde moderne. Pourtant, derrière cette image consensuelle, certains observateurs affirment qu'un autre William prenait progressivement forme depuis plusieurs années. Un homme moins sentimental, plus méthodique et surtout beaucoup plus déterminé à préparer l'avenir de l'institution. L'année 2024 a marqué un tournant décisif. Lorsque le roi Charles III a annoncé publiquement son combat contre le cancer, l'ensemble de la structure monarchique s'est retrouvé confronté à une situation inédite. Certes, le souverain continuait d'exercer ses fonctions, mais la réalité était impossible à ignorer. Pour la première fois depuis son accession au trône, la question de la succession n'était plus théorique. Elle devenait une préoccupation concrète au sein même de Buckingham Palace. C'est dans ce contexte que le rôle de William aurait commencé à évoluer à une vitesse remarquable. Selon de nombreux commentateurs spécialisés dans les affaires royales, le prince de Galles ne se serait pas contenté d'assumer davantage d'engagements officiels. Il aurait progressivement pris une place centrale dans les discussions stratégiques concernant l'avenir de la monarchie. Derrière les portes closes des palais royaux, il ne serait plus simplement l'héritier du trône, mais déjà l'un des principaux décideurs de l'institution. Cette évolution est essentielle pour comprendre les tensions qui semblent aujourd'hui traverser la famille royale. Pendant des décennies, la monarchie britannique a fonctionné selon un modèle relativement stable. La loyauté familiale, les relations personnelles et les équilibres historiques occupaient une place importante dans les décisions. Charles III lui-même est souvent décrit comme un homme attaché au compromis, aux réconciliations et aux liens affectifs, même lorsque ceux-ci compliquent la gestion de l'institution. William semble appartenir à une autre école de pensée. Pour lui, selon plusieurs analystes, la survie de la monarchie dépend avant tout de sa crédibilité. Dans un monde dominé par les réseaux sociaux, la transparence et l'exigence de responsabilité publique, chaque erreur peut avoir des conséquences considérables. Chaque scandale, chaque privilège jugé excessif, chaque conflit familial exposé au grand jour peut fragiliser la confiance du public. Dès lors, la priorité ne serait plus de préserver les sensibilités individuelles, mais de protéger la marque royale elle-même. Cette logique expliquerait pourquoi certains dossiers sensibles ont pris une dimension nouvelle ces dernières années. Le cas du prince Andrew constitue probablement l'exemple le plus révélateur. Longtemps considéré comme l'un des sujets les plus délicats de la monarchie moderne, Andrew est devenu un symbole des difficultés auxquelles la couronne est confrontée lorsqu'elle tente de concilier loyauté familiale et exigence de réputation. Là où certains auraient privilégié une gestion discrète et progressive, William aurait défendu une approche beaucoup plus ferme. Dans cette vision, la question n'est plus de savoir ce qu'un membre de la famille représente historiquement, mais ce qu'il apporte aujourd'hui à l'institution. Cette philosophie marque une rupture profonde avec les habitudes du passé.
Pour les défenseurs de cette stratégie, William agit comme un dirigeant chargé de moderniser une organisation confrontée à des défis inédits. Pour ses détracteurs, au contraire, il risque de transformer une monarchie fondée sur les traditions familiales en une structure froide et impersonnelle. Mais quelle que soit l'interprétation retenue, un constat s'impose. Le centre de gravité du pouvoir royal semble déjà avoir commencé à se déplacer. Les événements décrits par les observateurs royaux au cours des derniers mois donnent l'impression qu'une transition silencieuse est en cours. Une transition qui ne porte pas encore officiellement le nom de règne, mais qui en possède déjà certains attributs. Le plus frappant est peut-être la manière dont William exerce cette influence. Contrairement à de nombreuses figures politiques contemporaines, il ne cherche pas à attirer l'attention sur son autorité. Il ne multiplie pas les déclarations spectaculaires. Il n'annonce pas publiquement ses intentions. Son pouvoir semble s'exprimer autrement, à travers les nominations, les réorganisations internes, les priorités stratégiques et les choix symboliques qui redéfinissent progressivement le fonctionnement de la couronne. Cette discrétion rend son ascension encore plus significative. Dans les monarchies constitutionnelles modernes, les véritables transformations ne se produisent pas toujours sous les projecteurs. Elles naissent souvent dans les bureaux, les réunions privées et les décisions administratives qui finissent par modifier durablement les rapports de force. C'est précisément ce que plusieurs experts croient observer aujourd'hui à Buckingham Palace. Pour eux, William ne se prépare plus à devenir roi. Il agit déjà comme le gardien d'un futur qu'il estime inévitable. Et ce futur pourrait être très différent de la monarchie que le Royaume-Uni a connue sous Élisabeth II ou même sous Charles III. Plus resserré, plus discipliné, plus stratégique et surtout beaucoup moins disposé à accorder une place privilégiée à ceux qui ne contribuent plus directement à la mission de l'institution. À mesure que cette nouvelle vision prend forme, une question devient incontournable. La monarchie britannique est-elle en train d'assister à la naissance d'un souverain réformateur capable de sauver l'institution pour le XXIe siècle, ou à l'émergence d'un dirigeant dont la froide efficacité risque de bouleverser les équilibres historiques de la famille royale? C'est cette interrogation qui plane désormais au-dessus des dorures de Buckingham Palace, tandis que l'ombre du futur règne de William s'étend chaque jour un peu plus sur la couronne britannique. Si l'ascension progressive de William constitue le premier grand mouvement de cette transformation monarchique, l'évolution du rôle de Catherine en représente sans doute le deuxième pilier. Car derrière les débats sur les réformes, les restructurations internes et les changements de gouvernance, une autre réalité se dessine, celle d'un transfert silencieux de l'influence féminine au sein de la famille royale. Pendant longtemps, Camilla a occupé une position unique. Son parcours est probablement l'un des plus extraordinaires de l'histoire moderne de la monarchie britannique. Longtemps considérée comme la figure la plus controversée du royaume, elle a traversé plusieurs décennies de critiques publiques avant de parvenir à s'imposer au cœur même de l'institution. Lorsqu'elle épouse Charles en 2005, rares sont ceux qui imaginent qu'elle deviendra un jour reine. Son nom reste associé aux blessures du mariage de Charles et Diana, et l'opinion publique demeure profondément divisée à son sujet. Pourtant, année après année, Camilla parvient à modifier son image. Avec patience, discrétion et persévérance, elle construit une relation de confiance avec les équipes du palais, les associations caritatives et une partie croissante du public britannique.
Lorsque Charles accède finalement au trône, elle apparaît comme une alliée indispensable, une femme ayant consacré une grande partie de sa vie à soutenir celui qui est devenu roi. Mais l'histoire des monarchies est souvent cruelle. Au moment même où une figure atteint son sommet, une autre commence déjà à émerger. Et cette nouvelle figure porte le nom de Catherine. Contrairement à Camilla, Catherine n'a jamais eu besoin de conquérir sa légitimité après une longue bataille médiatique. Dès son mariage avec William en 2011, elle est progressivement devenue le symbole de l'avenir de la couronne. Sa popularité repose sur un élément essentiel que les stratèges royaux considèrent comme inestimable. Elle incarne la normalité. Issue d'une famille non aristocratique, éduquée loin des traditions rigides de l'ancienne noblesse britannique, elle offre une image que beaucoup de citoyens peuvent comprendre et accepter naturellement. Cette origine lui confère un avantage considérable. Dans une époque où les institutions sont régulièrement accusées d'être déconnectées des réalités quotidiennes, Catherine apparaît comme le lien entre le palais et le monde extérieur. Au fil des années, elle est devenue bien davantage que l'épouse de l'héritier. Elle est devenue un actif stratégique. C'est précisément ce qui semble modifier les équilibres internes du pouvoir. Selon plusieurs observateurs royaux, l'année 2026 marque une accélération spectaculaire de ce phénomène. Après sa période d'absence liée à ses problèmes de santé, Catherine effectue un retour remarqué sur la scène publique. Mais ce retour ne ressemble pas à une simple reprise d'activité. Il ressemble à une démonstration d'autorité. Lors de plusieurs apparitions officielles, son assurance, sa maîtrise protocolaire et sa capacité à attirer l'attention médiatique donnent l'impression qu'elle agit déjà comme une reine en préparation. Cette évolution ne passe évidemment pas inaperçue. Dans les monarchies, le pouvoir symbolique compte parfois davantage que le pouvoir officiel. Et c'est précisément sur ce terrain que se joue aujourd'hui une partie essentielle de la bataille d'influence. Camilla possède encore le titre, mais Catherine possède déjà l'avenir. Cette différence est fondamentale. Les récits relayés par certains médias spécialisés évoquent ainsi une rivalité de plus en plus perceptible entre les deux femmes. Il ne s'agirait pas nécessairement d'un conflit ouvert ou de confrontation directe. Au contraire, la monarchie britannique fonctionne rarement à travers des affrontements visibles. Les tensions s'expriment autrement, par des choix protocolaires, par des invitations, par des apparitions publiques, par des prises de parole soigneusement calculées, parfois même par un simple placement lors d'une cérémonie officielle. Dans cet univers extrêmement codifié, chaque détail peut devenir un message. Chaque image peut être interprétée comme un indice sur l'évolution des rapports de force. L'un des aspects les plus fascinants de cette dynamique réside dans la différence de style entre les deux femmes. Camilla appartient à une génération qui privilégie les réseaux personnels, les relations de confiance construites au fil des années et les équilibres familiaux traditionnels. Catherine, elle, représente une approche beaucoup plus moderne. Son influence repose davantage sur la communication, l'image publique, les causes sociétales et la capacité à incarner les attentes de la nouvelle génération. Autrement dit, ce ne sont pas seulement deux personnalités qui se retrouvent face à face. Ce sont deux conceptions différentes de la monarchie. L'une tournée vers la continuité, l'autre vers la transformation. Cette opposition devient encore plus visible lorsque l'on observe la place occupée par les proches respectifs des deux femmes. Pendant le règne de Charles, la famille Parker Bowles a bénéficié d'une proximité sans précédent avec le centre du pouvoir royal.
Sans occuper de fonctions officielles majeures, plusieurs membres du cercle familial de Camilla ont progressivement acquis une visibilité et un accès privilégié aux événements importants. Or, selon les rumeurs relayées par certains commentateurs, cette situation serait aujourd'hui remise en question. La future monarchie imaginée par William et Catherine semble vouloir réduire considérablement le rôle des cercles périphériques. L'objectif serait de concentrer toute l'attention sur un noyau extrêmement restreint: William, Catherine et leurs enfants. Une telle stratégie constituerait une rupture majeure avec la période précédente. Elle signifierait que la famille royale n'est plus conçue comme un vaste réseau relationnel, mais comme une structure compacte dont chaque membre doit justifier sa présence par une utilité institutionnelle claire. Pour les proches de Camilla, cette évolution pourrait être perçue comme une perte d'influence progressive. Pour les partisans de William, elle représente au contraire une nécessité historique. Car derrière cette redistribution du pouvoir se cache une conviction de plus en plus répandue parmi les conseillers royaux. L'avenir de la monarchie dépend de sa capacité à apparaître plus simple, plus moderne et plus compréhensible aux yeux du public. Dans cette stratégie, Catherine occupe une place centrale. Elle n'est plus simplement la future reine. Elle devient l'incarnation même du projet de transformation porté par William. Et tandis que Buckingham Palace continue d'afficher une image d'unité et de stabilité, une réalité plus complexe semble se dessiner en coulisses. Car à mesure que Catherine gagne en influence, la place occupée par Camilla paraît se réduire inexorablement, non pas à travers une décision officielle, non pas à travers une déclaration publique, mais à travers un phénomène beaucoup plus puissant dans l'histoire des monarchies, le déplacement progressif du regard collectif vers ceux qui représentent déjà le prochain chapitre. Et c'est précisément ce qui rend cette transition si fascinante. La véritable question n'est plus de savoir qui détient aujourd'hui l'influence au sein de la famille royale. La véritable question est de savoir combien de temps encore l'ancienne génération pourra résister à l'irrésistible ascension de celle qui se prépare déjà à devenir la prochaine reine du Royaume-Uni. Si la montée en puissance de Catherine semble symboliser le visage public de la future monarchie, elle n'est en réalité qu'une partie d'un projet beaucoup plus vaste. Car derrière les apparitions officielles, les cérémonies diplomatiques et les gestes soigneusement observés par les médias, une transformation plus profonde est en train de s'opérer. Ce qui se joue aujourd'hui à Buckingham Palace dépasse largement les tensions supposées entre Camilla et Catherine. Il s'agit d'un affrontement entre deux époques. D'un côté, une monarchie héritée du XXe siècle, fondée sur les traditions, les réseaux personnels, les compromis familiaux et la préservation des équilibres historiques. De l'autre, une vision plus moderne, plus centralisée et plus rigoureuse, incarnée par William et soutenue par Catherine. Au fil des derniers mois, plusieurs observateurs ont commencé à utiliser une expression particulièrement révélatrice pour décrire cette évolution: la monarchie de gestion. Cette formule peut paraître surprenante lorsqu'elle est appliquée à une institution vieille de plus de 1000 ans. Pourtant, elle reflète une réalité de plus en plus visible. William semble considérer la couronne non seulement comme un symbole national, mais aussi comme une organisation qui doit constamment prouver son utilité. Cette approche constitue probablement la rupture la plus importante avec les générations précédentes. Sous Élisabeth II, la légitimité de la monarchie reposait largement sur la continuité historique. La reine incarnait la stabilité dans un monde en perpétuel changement.
Son rôle consistait avant tout à représenter la permanence de l'État. Charles III, quant à lui, a cherché à moderniser certains aspects de l'institution tout en conservant une forte dimension humaine et relationnelle. William paraît vouloir aller plus loin. Dans sa vision, chaque membre de la famille royale doit contribuer à renforcer l'image, la crédibilité et l'efficacité de la monarchie. Cette philosophie expliquerait les nombreuses spéculations concernant la réduction progressive du nombre de personnalités occupant un rôle central au sein de la famille royale. Pendant des décennies, la couronne a fonctionné comme un vaste ensemble composé de souverains, d'héritiers, de cousins, d'oncles, de tantes et de nombreuses figures secondaires qui participèrent à la vie publique du royaume. Ce modèle a longtemps été considéré comme une force. Mais aux yeux de nombreux stratèges contemporains, il représente également un risque. Plus le cercle est large, plus les possibilités de controverse se multiplient. Plus les personnalités sont nombreuses, plus il devient difficile de contrôler l'image globale de l'institution. C'est pourquoi plusieurs experts estiment que William cherche à bâtir une monarchie beaucoup plus compacte. Une monarchie où chaque rôle est clairement défini. Une monarchie où l'influence ne dépend plus du simple lien de parenté. Une monarchie où la légitimité se mesure à l'utilité. Cette logique aurait des conséquences considérables. Elle expliquerait notamment pourquoi certaines figures autrefois incontournables semblent progressivement s'éloigner du centre de gravité du pouvoir royal. Le cas du prince Andrew illustre parfaitement cette évolution. Pendant longtemps, malgré les controverses, son statut de fils de la reine Élisabeth II lui assurait encore une certaine protection institutionnelle. Aujourd'hui, cette protection paraît considérablement affaiblie. Pour William, selon plusieurs analystes, la réputation de la couronne doit primer sur les considérations familiales. Ce principe pourrait également s'appliquer à d'autres branches de la famille royale. Les spéculations entourant l'avenir des titres, des privilèges et des fonctions officielles témoignent d'une volonté croissante de rationalisation. Autrement dit, le futur roi ne chercherait pas seulement à gouverner différemment. Il chercherait à redéfinir la structure même du pouvoir royal. Mais ce projet ne se limite pas à des questions administratives. Il repose aussi sur une transformation de l'image publique de la monarchie. Depuis plusieurs années, William insiste sur l'importance de l'impact concret plutôt que sur la simple représentation symbolique. Lors de ses déplacements internationaux, il évoque régulièrement les enjeux environnementaux, les questions de santé mentale, la philanthropie moderne et les défis sociaux du XXIe siècle. Cette orientation marque un changement culturel profond. L'objectif n'est plus seulement d'être vu. L'objectif est de démontrer une utilité mesurable. Cette philosophie est souvent résumée par l'idée d'une monarchie plus proche des citoyens et moins attachée au cérémonial traditionnel. Les fastes excessifs, les privilèges perçus comme anachroniques et certaines formes de distance institutionnelle apparaissent de moins en moins compatibles avec les attentes du public contemporain. William semble avoir parfaitement compris cette évolution. Il sait que la survie de la monarchie britannique dépendra de sa capacité à convaincre les nouvelles générations qu'elle demeure pertinente. Or, cette quête de modernité comporte également des risques. Une monarchie trop soucieuse d'efficacité pourrait perdre ce qui fait sa singularité. Une institution gouvernée comme une entreprise pourrait finir par ressembler à une entreprise. Et c'est précisément là que se situe le principal débat. Les admirateurs de William voient en lui un réformateur visionnaire. Ils estiment qu'il est le seul capable de préparer la couronne aux défis des prochaines décennies. Pour eux,
La réduction des privilèges, la discipline institutionnelle et la concentration du pouvoir ne sont pas des signes de froideur, mais des preuves de responsabilité. Ces critiques, au contraire, redoutent une monarchie déshumanisée. Ils craignent que l'efficacité ne remplace progressivement les traditions qui ont permis à l'institution de traverser les siècles. Ils s'interrogent également sur les conséquences d'une centralisation excessive du pouvoir autour du couple William-Catherine. Car si cette stratégie renforce la cohérence de l'image royale, elle augmente également la dépendance de l'institution à l'égard d'un nombre limité de personnalités. Pour l'instant, une chose semble certaine, le Royaume-Uni assiste à la fin d'un cycle historique. L'ère construite autour d'Élisabeth II appartient désormais au passé. L'ère de Charles III apparaît comme une période de transition. Et à l'horizon se dessine déjà une monarchie profondément différente, façonnée par les ambitions, les convictions et la méthode de William et Catherine. Derrière les façades majestueuses de Buckingham Palace, les changements ne se font pas dans le fracas des révolutions. Ils avancent dans le silence des réunions privées, des décisions stratégiques et des réorganisations discrètes. Mais leur portée pourrait être immense, car ce qui est en train de naître n'est pas simplement un nouveau règne. C'est peut-être une nouvelle définition même de ce que signifie être roi au XXIe siècle. Et lorsque William montera officiellement sur le trône, beaucoup découvriront que la transformation de la monarchie britannique avait commencé bien avant le jour du couronnement.